Invité de la Newsroom, Pierre Laurin, bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur de Moscou et la dernière naissance d'une nation aux éditions Bartilla. On rebondit sur ce qu'il disait à l'instant notre correspondant à Kiev. Sur le fond, est-ce que finalement il y a une avancée si les rebelles pro-russes continuent de réclamer toujours une partition ? C'est la négociation qui va essayer de trancher les points de vue. Une négociation, c'est toujours très difficile au départ, et puis les points de vue se rapprochent, on fait des concessions. Le problème, c'est que jusqu'à présent, le gouvernement de Kiev refusait de négocier avec les rebelles de Lugansk et de Donetsk. Donc les choses en étaient simplement, on laissait parler les armes. Les arguments, c'était les coups de canon contre des populations civiles. Ce qui a changé pour l'armée de Kiev, c'est quoi ? C'est qu'elle a perdu les combats. Tout simplement parce que l'armée de Kiev est une armée démoralisée. C'était une armée qui était constituée de soldats qui venaient de tous les coins d'Ukraine, y compris du Donbass, sur lequel on leur demandait de tirer et de bombarder. Il n'y avait aucun enthousiasme à monter au front, il n'y avait aucun enthousiasme à essayer de prendre les villes, et donc toutes les offensives se sont soldées par des échecs. Et disons que le manque de compétences du commandement ukrainien, qui voulait avoir des résultats très vite et à tout prix, de manière à mettre fin à la crise par une victoire, eh bien, cela a conduit à une catastrophe militaire majeure pour l'armée ukrainienne. Donc aujourd'hui, comme tous les vaincus, il n'y a pas d'autre solution que de négocier. Le problème, c'est que l'armée ukrainienne n'est pas seule. Il y a la garde nationale, qui est composée pour l'essentiel d'anciens militants du Maïdan, des groupes extrémistes que l'on connaît. Il y a également des bataillons de mercenaires financés par des oligarques qui, eux, ne participent pas réellement au combat, mais qui sont là pour mettre la pagaille. Chaque fois qu'il s'agissait de rompre un cessez-le-feu, parce qu'il y en a eu d'autres avant, eh bien, ils étaient là pour empêcher que l'accord politique puisse, ou du moins le dialogue politique, puisse s'amorcer. Les rebelles pro-russes, que vont-ils faire ? Les rebelles pro-russes, là, ils sont dans une situation qui est relativement favorable. Tout simplement parce qu'il y a 5 mois ou 4 mois, ils se seraient contentés d'une large autonomie. Aujourd'hui, ils veulent beaucoup plus. Mais il y a un communiqué qui est tombé, et on l'a dit, effectivement, ils réclament purement et simplement un territoire qui leur soit propre, une partition de l'Ukraine. Oui, une partition de l'Ukraine. Mais bon, quel va être le cadre de cette partition ? Si cette partition de l'Ukraine conduit à un État indépendant, à mon avis, la situation va rester figée pendant des années, comme à Chypre, avec la partie turque qui est figée depuis les années 70. Et ça ne conviendra à personne, y compris à la Russie. En revanche, si cette nouvelle entité entre dans une confédération ou une fédération, plutôt une confédération maintenant, avec le reste de l'Ukraine, et qu'on établit une structure confédérale, il n'y a rien d'ignominieux à cela. Vous savez, la Suisse est une confédération et ça marche très bien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, toutes les possibilités sont ouvertes. Le cessez-le-feu peut effectivement durer, tout simplement parce que l'Ukraine n'a plus les moyens, d'autant plus que l'OTAN lui a refusé le peu qu'elle demandait, parce que en dehors des États membres, l'OTAN ne peut rien décider. Et les États membres, ils se sont engagés trop loin avec un gouvernement qui voulait aller jusqu'au bout de la logique militaire. Ça a échoué. Donc maintenant, chacun ramasse ses billes. Les sanctions des Occidentaux contre la Russie ont-elles un peu, beaucoup ou pas du tout porté leurs fruits ? Non. D'une part, les sanctions, il faut très longtemps pour que ça fonctionne. Vous voyez, les sanctions américaines contre Cuba, ça fait depuis 1961 et on est toujours à peu près au même point. Les sanctions contre l'Iran, effectivement, au bout de 10 ans, elles commencent à porter des fruits. Mais ce sont des sanctions de l'ensemble de la communauté internationale votées par les Nations Unies. Alors que là,
Ce sont des sanctions purement occidentales, les États-Unis, l'Union européenne, quelques pays, le Japon. Des sanctions qui ne sont pas levées. François Hollande l'a rappelé tout à l'heure lors de sa conférence bien de entendu, presse. il est trop tôt pour les lever. On ne peut pas lever comme ça des sanctions simplement sur la foi d'une signature au bas d'un document qui risque d'être remis en cause demain. Tout le monde perdrait la face. Donc, il y aura forcément un temps d'accommodation où on dira finalement il y a des progrès, finalement le rôle de la Russie n'est pas si négatif que cela, d'autant plus que là l'hiver va arriver très vite et que l'Ukraine sans le gaz russe, elle risque d'avoir des moments très difficiles. Donc la première chose, c'est les négociations entre Kiev et les rebelles. La deuxième chose, c'est les négociations entre l'Ukraine et la Russie sur le problème gazier avec l'Union européenne. Et troisième chose, comment relever l'Ukraine de la situation catastrophique où elle se trouve. Parce que l'Union européenne est incapable de le faire toute seule. Il faudra bien qu'elle ait un appui. On ne pourra pas compter sur les États-Unis parce que, de toute façon, les prêts du FMI et de la Banque mondiale sont en cours. Mais il faut des réformes pour que les tranches tombent. Or, les réformes ne se font pas. Voilà. Et sur la vente de Mistral, François Hollande a indiqué tout à l'heure que sa décision, il la prendra fin octobre en regardant justement ce qu'il se passe sur le terrain en Ukraine. C'était déjà ce qui était prévu avant la déclaration du... Eh bien, il l'a réaffirmé tout à l'heure à l'occasion de sa Absolument. conférence de presse. Merci beaucoup, Pierre Laurin, pour votre éclairage.